Oui, je voudrais tout d'abord remercier Amélie Vialet et Frédéric Dupont de m'avoir convié à votre manifestation. Je ne suis pas du tout anthropologue et préhistorienne, mais je suis géomorphologue comme l'était Yvette de Wolf. Yvette de Wolf qui fut mon enseignante et ensuite ma collègue. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous pouvez lire vous-même sur ce qu'il y a là. Elle a commencé sa carrière à Caen, sous la direction d'André Journeau, qui a créé le laboratoire de géomorphologie de Caen. Et puis, très rapidement, elle s'est intéressée à la fois à la cartographie, aux formations superficielles, et donc elle a soutenu sa thèse là-dessus et elle a rejoint Paris en 65, comme vous voyez, et elle a beaucoup travaillé avec Fernand Joly, Gabriel Ronchery, Michel Léger dans ce département de l'Université Paris 7 qui a été créé. Et c'était vraiment une personne toujours très dynamique et remarquable. Donc, vous voyez, là, j'ai un peu insisté davantage sur les thématiques qu'elle a développées, donc la géomorphologie, bien évidemment, mais les formations superficielles. Et justement, en utilisant, en s'intéressant aux formations superficielles, elle a montré le côté pluridisciplinaire de ses recherches, parce que non seulement elle s'intéressait aux formes de géomorphologie, mais également aux dépôts, donc c'était la sédimentologie, mais des dépôts qui parfois avaient subi une pédogénèse, une évolution superficielle, donc la pédologie. Et évidemment, elle a essayé de partir un peu à droite et à gauche pour comprendre qu'il pouvait y avoir un climat différent dans un lieu possible. Et en 62, justement, c'est avec Yves Guillien en Charente qu'elle a découvert ce qu'on appelle les grésilités, c'est-à-dire des dépôts d'éboulis qui se sont mis en place dans un contexte périglaciaire. Voilà. Et pour la réalisation de sa thèse d'État, elle a accompli un énorme travail et sur cette feuille au 50 millième publiée par le BRGM, eh bien, elle a assuré toutes les formations superficielles, toute la cartographie des formations superficielles. Alors, juste un exemple de la numération rouennaise, c'est un extrait. Hein, et alors, pour comprendre comment ces cartes fonctionnaient, il y avait tout d'abord ce qu'on appelle des formes structurales, c'est-à-dire qui sont liées à la nature même des terrains, tectoniques, mais également avec des phénomènes un peu plus particuliers comme ici le karst. Hein. Par ailleurs, il y avait des modules d'énulation et des formes colluviales, c'est-à-dire de versants. Et vous voyez qu'ici, on a des alluvions, des limons, des pièces à silex, des argiles à silex, des dépôts de pente. Donc, c'est finalement extrêmement varié. Et puis, enfin, il y avait des formes qui sont liées à l'encaissement de la vallée de la Seine, donc des modelés d'origine fluviatile, des formations des alluvions et puis des niveaux de terrasses créés par ces différentes étapes. Vous avez ici un extrait de la carte des Antilles et c'est intéressant parce que par rapport à la carte précédente, vous voyez une évolution de la légende pour les formations superficielles puisqu'elle distingue ce qui est formation autochtone, comme les biefs à silex, qui sont développés sur place, une forme de pédogénèse. Hein. Les formations subautochtones, c'est-à-dire sont presque sur place, mais qui ont été déplacées, puisqu'il s'agit ici de colluvions, essentiellement. Et puis les formations allochtones, c'est-à-dire celles qui proviennent de terrains différents, comme les terrasses, les matériaux fluviatiles, puisque ça vient forcément d'avant, ou alors les formations éoliennes. Et puis, dans cette nouvelle légende, enfin, il y a des notations sur la texture, donc argile, limon, sable, gravier, gélifracte, donc le côté périglaciaire ressort, et puis des notions sur la chronologie aussi, comme on le trouve d'ailleurs dans les cartes géologiques.
Alors, c'était une enseignante passionnée du terrain. Tous les ans, elle organisait des stages d'une semaine avec ses étudiants de licence et elle leur apprenait toutes les méthodes qu'on utilise sur le terrain, des levées de coupe, ça c'est très important, sondage à l'intérieur, prélèvement d'échantillons, etc. Et suivi ensuite le reste de l'année par des analyses au laboratoire. Par ailleurs, et ça, j'ai apprécié ça puisqu'elle m'avait demandé de l'accompagner, quand la nouvelle ville de Cergy, avant sa construction, a été programmée, eh bien, elle avait obtenu un contrat et elle a entraîné avec elle des étudiants de Master 1, on dirait maintenant, pour leur montrer comment on travaillait et comment on réalisait des cartes, rédaction de rapports, apprentissage, donc finalement à la vie professionnelle de ces étudiants. Et ça a marché pour énormément d'entre eux. Et puis à l'échelon européen, elle organisait aussi des stages estivaux chaque année. Et moi, c'est ainsi que j'ai rencontré des collègues italiens, suisses, où elle, justement, ça lui permettait d'échanger et de disséminer, de propager sa méthode, qui était aussi celle de Fernand Joly, de cartographie géomorphologique. Et je citerai ici ce que m'a écrit André Simona: le terrain était sa seconde nature, puis un dynamisme qui entraînait son monde à la suite pendant de longues journées et quelle que soit la météo. Alors, par ailleurs, un autre trait d'Yvette de Wolf, c'est qu'elle voulait comprendre donc les formes et les formations héritées sous des climats différents. Et ça m'a entraîné à faire quelques voyages. Bon, d'abord, elle est partie de France avec les argiles à silex et les meunières, de formation autochtone qui s'était formée sur place, et donc différents. Et puis, ça l'a amenée à partir en Australie, où elle a mieux compris ce que c'était que les silkrets. Et vous voyez, là, j'ai extrait deux figures d'une de ses publications, où elle montrait bien qu'on avait des roches essentiellement constituées de matériaux halogènes, au-dessus d'un profil latéritique qui, lui, avait été tronqué justement par l'érosion au moment de l'apport de ces matériaux halogènes. Elle a beaucoup travaillé également au Sahara central. Elle a travaillé sur les cuirasses, montrant que c'était finalement plus géochimique que pédologique. Elle a également travaillé sur les Messas et les Amadas. Vous voyez ici Yvette à gauche, mais Fernand Joly, Yann Callot et André Simonin, que j'évoquais il y a un instant. Et justement, en travaillant dans ces milieux-là, elle a bien montré qu'il y avait une armature siliceuse héritée de périodes plus humides dans ces confins sahariens. Elle est partie également au Spitzberg. Excusez-moi, mais la carte, je l'ai trouvée sur Internet, elle est un peu vieillie, mais c'est intéressant. Elle nous en parlait tout le temps quand elle faisait ses cours. Et je vous ai ici donné 2 photos que j'ai prises moi-même au Spitzberg, mais bien longtemps après, et qui vous montrent justement ces sols figurés, etc., tous ces milieux qu'elle connaissait si bien. Alors, je vais évoquer quand même le travail qu'elle a fait à Saint-Pré, bien que je ne connaisse absolument pas le site, et donc je m'excuse par avance si j'ai mis quelques erreurs. Je me suis appuyée sur l'article de Géobios que Frédéric Dupont m'a gentiment transmis. En fait, dans cet article, il y a toute une présentation des différentes théories, etc. Et je pense que ce qu'ils ont apporté, ces trois, et notamment Yvette et Jean-Pierre Le Tridou, eh bien, c'est que finalement, le site dans lequel la faune des mammouths a été retrouvée, c'est une vaste dépression karstique dont le fond est à moins 7 mètres sous le niveau actuel de l'Eure. Donc, vous voyez, c'est très intéressant pour ça. Il y a eu un piégeage de formation alluviale dérivée du plateau et recouvert ensuite par des limons sableux et des lœss. Et donc, les apports d'Yvette, qui sont clairement indiqués dans l'article en question, c'est elle qui a présenté le contexte géologique, géomorphologique, qui a fait la synthèse justement des recherches précédentes et des controverses sur le site,
Et puis, avec Jean-Pierre Le Trédoux, que j'ai connu aussi, elle a assuré toute la partie lithostratigraphique. Et en particulier, dans cet article, vous retrouvez cette coupe extrêmement détaillée qui montre la complexité des choses, hein, avec dans la partie inférieure la nappe alluviale de l'Eure, mais qui a été remaniée, etc., avec des graviers et sables subémoussés ou anguleux, parce qu'on était dans un climat périglaciaire, froid. Voilà. Et ensuite, la faune, le site de la faune a été fossilisé par toute une série de matériaux qui provenaient du démantèlement des sables et des argiles à silex du plateau. Et vous voyez, la partie supérieure, eh bien, là, on a des dépôts un peu plus récents, essentiellement le cycle. Alors, vous avez la liste de quelques travaux d'Yvette de Wolf. À l'époque, on n'écrivait pas des articles comme on écrit maintenant, hein, c'est très différent. Mais sur toute cette liste, eh bien, vous voyez, j'ai surligné ceux qui me paraissent particulièrement révélateurs d'Yvette. Et il y a cet énorme ouvrage, Les formations superficielles, qu'elle a coordonné avec Guilhem Bourrier. Eh bien, c'est un outil qui s'avère indispensable à un très large public, géomorphologue, géologue, etc., géochimiste, agronome, archéologue. Il y a 55 auteurs, 8 ans de travail. Moi, je me souviens, elle m'en parlait, elle était à la retraite hein, déjà. Et donc, c'est quelque chose de remarquable. Et je voudrais justement citer le témoignage d'Éric Verrecchia, puisque Éric dit « C'est ainsi qu'Yvette continue à m'accompagner lors des stages de cartographie avec ce testament scientifique, référence pour toutes et tous et qui continuera longtemps à enrichir ma table de travail. » Éric fut son étudiant, il fut mon étudiant aussi, mais c'est quelqu'un voilà, qui reconnaît tout cela. Et puis, je voudrais mentionner un ouvrage qui vient juste de sortir, Mankind and Desert. Alors, vous ne voyez pas son nom là, mais c'était un ouvrage qu'avait commencé à écrire Fernand Joly, dont elle était proche, et qui, elle a voulu absolument finaliser cet ouvrage. Elle a beaucoup travaillé et très modestement, elle n'a voulu qu'en assurer l'introduction, l'avant-propos. Et c'est Guilhem Bourrier qui a pris la suite. Hein, voilà, en contribuant d'ailleurs à l'ouvrage et ensuite en sollicitant ce qu'avait fait Yvette aussi, Yann Callot et Marc Cotte pour compléter cet ouvrage que Joly n'avait pas achevé. Alors voilà, je voudrais vous montrer une des dernières images que l'on a d'elle et j'ai ici indiqué, repris un certain nombre de témoignages sur ce qu'était Yvette. La pratique assidue du terrain dont je vous ai déjà parlé et sa vision décloisonnée des champs disciplinaires, ça je crois que c'est très important, ça reflète tout à fait ce qu'elle était. Elle était enthousiaste, elle était passionnée et elle était très généreuse et en particulier, si vous lisez en haut à droite, envers les étudiants étrangers. Elle a été vraiment remarquable. Je n'ai jamais entendu une critique de qui que ce soit à ce sujet. Et donc, comme le disait Charles Lecoeur, elle a construit une approche systématique appuyée sur un vocabulaire précis, une nomenclature des formations classées par l'origine des matériels, leur mode de mise en place. Elle était exigeante à l'égard de ses étudiants, mais en même temps, elle les encourageait très fortement. Voilà. Et donc, je voudrais dire merci Yvette, vous nous manquez tant, vraiment. Voilà. Merci beaucoup.